Donc, je m'appelle Paul Bouffartigue, je suis un chercheur en sociologie du travail, chercheur dit émérite depuis quelques mois, c'est-à-dire que je suis retraité actif toujours dans mon laboratoire et je suis content d'avoir un peu plus de temps pour contribuer à l'animation de l'Université populaire du Pays d'Aix, parce que j'ai toujours aimé en fait depuis longtemps avoir des contacts et des échanges avec un public plus large que mes collègues chercheurs ou même des étudiants, des jeunes étudiants. Je trouve que c'est toujours très intéressant d'avoir, même si je suis très content d'en voir un, mais je suis toujours très content d'avoir des échanges avec des personnes qui ont une expérience, et voire une longue expérience du monde du travail, et je pense que c'est le cas de ce public. Donc en attendant les derniers retardataires, en fait, moi j'ai toujours travaillé dans ce domaine de la sociologie du travail. Je me suis intéressé d'abord au monde ouvrier, au sens strict. Mes premières enquêtes portaient sur les sidérurgistes de Fos-sur-Mer dans les années 70. Et puis je me suis intéressé à d'autres groupes professionnels, en particulier les ingénieurs et les cadres. Je me suis beaucoup interrogé dans les années 90 sur ce qu'on appelait beaucoup à l'époque la banalisation du monde des cadres, la banalisation du statut cadre, voire la prolétarisation des cadres. Donc j'ai discuté cette thèse à l'époque. Et puis ensuite j'ai fait des travaux sur le monde des soignantes, beaucoup, autour des thématiques du temps de travail, puis de la santé au travail, et de l'action collective des précaires en particulier. Les questions d'action collective, d'action syndicale m'ont toujours aussi beaucoup intéressé, puisque une des caractéristiques de mon travail, c'est le lien avec des questionnements sociaux et politiques sur où est-ce qu'on va finalement. Pour moi, la sociologie, c'est une discipline critique, c'est une discipline qui cherche à comprendre les ressorts de la domination sociale et les ressorts de l'émancipation sociale, c'est-à-dire finalement quelles sont les ressources de transformation individuelle et collective qui existent dans notre monde qui ne va pas très bien. Voilà en quelques mots comment je pourrais me présenter. Et puis je vais commencer tranquillement à présenter d'abord mes 3 séances. J'ai donc 3 conférences prévues cette année. J'aime bien tenir le micro dans la main finalement. J'ai donc 3 séances prévues autour d'un thème très très ambitieux, vous l'avez vu, monde du travail et conflictualité vers un nouvel âge des mouvements sociaux, point d'interrogation. Donc en fait, sur ces 3 séances, je vais faire un parcours un peu logique qui va partir de l'actualité récente sur laquelle déjà il y a beaucoup d'enquêtes, de travaux, de réflexions qui ont été faits, c'était là le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas s'il y a des Gilets jaunes engagés comme tels dans la salle. Vous savez qu'à Aix-en-Provence, il y a un groupe de Gilets jaunes qui travaille avec André Koolberg sur un projet de nouvelle constitution. J'ai rencontré ce groupe de Gilets jaunes il y a quelques semaines. Et donc j'aurais aimé que certains soient là, je ne sais pas si certains sont là, et qui justement m'ont interpellé sur la question de la place du travail, d'une nouvelle forme de travail, par exemple plus autogestionnaire, plus coopérative, dans une perspective de transformation de notre société. Donc partir du mouvement des Gilets jaunes, dont on a beaucoup dit à juste titre qu'il était surgi en dehors de tout cadre organisé, en particulier de tout cadre syndical, pour essayer de se demander, avec toutes les enquêtes qui ont été faites sur ce mouvement, finalement, de quelle transformation du monde du travail ce mouvement surgit en dehors du monde du travail, traduit. Quelles sont les transformations du monde du travail que ce mouvement traduit? Ça va être la séance d'aujourd'hui. Et ça va m'amener lundi prochain à parler de choses peut-être plus connues, notamment par les historiens, qui est finalement comment s'est construit et comment s'est déconstruit, comment s'est défait le mouvement ouvrier, qui pendant un siècle en fait a occupé un peu le centre de la vie sociale et politique comme acteur, porteur plus ou moins d'une alternative sociale. Et donc nous sommes un peu, je pense, orphelins
de cette alternative sociale que portait ce mouvement ouvrier, dont on connaît assez bien maintenant les caractéristiques. Et en s'interrogeant sur les raisons de son effondrement ou de son affaiblissement radical, on va essayer de comprendre aussi dans la dernière séance, à partir, parce que tout n'est pas mort, ça bouge beaucoup dans notre société, il y a beaucoup de mouvements divers et variés, des mouvements collectifs divers et variés, dans notre pays, la France, mais aussi en dehors de nos frontières, dans toute une série de pays, il y a des soulèvements, il y a des résistances et des révoltes contre ce monde qui se développe de manière très dure, contre ce qu'il faut bien appeler le capitalisme d'aujourd'hui. Donc, est-ce que, à partir de tous ces mouvements qui existent dans notre pays, à côté du mouvement ouvrier depuis une quarantaine d'années, et ailleurs dans d'autres pays depuis en particulier une dizaine d'années avec les soulèvements auxquels on a assisté dans un très grand nombre de pays, en Europe du Sud, dans les pays arabes, au Chili aujourd'hui, etc. Est-ce qu'on peut réfléchir ensemble sur qu'est-ce que ces mouvements pourraient dessiner comme alternative finalement au capitalisme fou qui débridé, qui s'est mis en place depuis une trentaine d'années maintenant, ce qu'on appelle le capitalisme néolibéral. Voilà, donc si on attaque par la première séance, on va s'interroger sur ce mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il nous dit voilà un gilet jaune qui arrive dans la salle. Qu'est-ce qu'il nous dit de toutes ces transformations? Voilà, je vais essayer de parler pas plus d'une heure, même peut-être moins, pour ensuite avoir un échange avec vous. Donc je pense, avec d'autres, que ce mouvement des Gilets jaunes, à la fois par sa composition sociale, sur laquelle on va se pencher, et par ses modes de structuration et par ses mots d'ordre, a révélé une caractéristique vraiment centrale de notre société, sur laquelle beaucoup de gens s'interrogent, le fait qu'aujourd'hui, la plus grande part des classes populaires n'est plus, ou pas, ou très mal organisée et représentée, à la fois sur le plan syndical et sur le plan politique. Du point de vue de la base sociale, c'est ce que je vais développer tout à l'heure, sa base sociale, c'est-à-dire le profil social des personnes mobilisées dans ce mouvement, on a quoi? Fondamentalement, on a un salariat, c'est-à-dire des travailleurs salariés, même s'il n'y a pas que des travailleurs salariés, on le verra, qui est un salariat de petites entreprises dans lesquelles le syndicalisme est quasiment absent. D'une certaine manière, la présence massive de ce salariat sur les ronds-points et dans les manifestations nous montre que la forme même de l'entreprise, telle qu'on se l'a représentée, notamment de la grande entreprise, pour ne pas dire la grande entreprise industrielle, qui a été au centre justement de la formation du mouvement ouvrier, cette forme entreprise est en voie d'extinction. Deuxièmement, par son mode d'organisation et par ses mots d'ordre, ce mouvement témoigne de la profondeur de la crise de la démocratie de représentation, et plus largement de la crise de la politique. On peut même dire que c'est peut-être la fin d'un long cycle de plus d'un siècle pendant lequel la politique était structurée sur une base partisane, avec des repères assez clairs entre une gauche et une droite, et donc aussi d'une certaine légitimité d'une politique professionnalisée, c'est-à-dire avec des dirigeants politiques qui faisaient profession de politique. Tout ça a été fortement remis en question par le mouvement des Gilets jaunes. Et de ce point de vue, de la manière dont il révèle une crise de la politique, une crise d'un certain âge de la politique, le mouvement des Gilets jaunes s'inscrit parfaitement dans un cycle international de soulèvement populaire, parce qu'on retrouve cette même caractéristique dans tous les pays où les peuples se soulèvent. La mise en question d'une forme de démocratie par la représentation, vécue comme confisquée par les élites, précisément, et par des professionnels de la politique. Donc, sur ce second aspect, la crise de la politique ou de la crise de la démocratie de représentation, j'y reviendrai surtout peut-être dans la dernière séance. Et toutes les questions de fond que ça pose
par cette revendication de ce que Samuel Hayat, qui vient de sortir un petit livre que je vous recommande vivement sur la démocratie, hein, ce qu'il appelle une démocratie réelle, la revendication d'une démocratie réelle, avec nécessairement deux composantes dans cette démocratie réelle, qui est visée potentiellement par ces mouvements, une démocratie effective, c'est-à-dire où le peuple contrôle effectivement la production et l'application des lois, et une revendication, un horizon de justice sociale. Hein. Ces deux dimensions sont interconnectées, sont interdépendantes dans tous les soulèvements populaires qui se sont déroulés depuis une dizaine d'années. Il faut bien voir que ces deux aspects sont indétachables. Une démocratie effective et une justice sociale. Alors, qui sont les... Alors, donc, mon exposé va très logiquement se dérouler en 2 points. Qui sont les Gilets jaunes et de quelle transformation du monde du travail ce mouvement est-il significatif? Alors, qui sont-ils? Question compliquée, parce que c'est un mouvement à la fois protéiforme et évolutif. Mouvement protéiforme diversifié, selon qu'on enquête qu'on ait enquêté auprès des personnes mobilisées sur les ronds-points ou dans les manifestations, ce n'était pas exactement les mêmes, par exemple. Et ensuite, au fil du temps, au fil des semaines, la composition sociale du mouvement a évolué. D'abord, on a eu moins de monde, hein, à partir de janvier, en gros, 2019, hein, sur les ronds-points qui, par ailleurs, ont été souvent démantelés violemment, hein, faut le rappeler, et dans les manifestations aussi, qui ont été violemment réprimées. Donc les personnes se sont renouvelées, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, et selon les lieux, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein, ça, c'est très très bien démontré par les enquêtes sérieuses qui ont été faites. Et je ne parle même pas des personnes qui ont participé de plus loin au mouvement par les groupes Facebook, par exemple. Hein, on peut très bien être sur un groupe Facebook Gilets jaunes sans être dans l'espace public, ou les gens qui se sont déclarés en soutien simplement au mouvement. Là, je parle vraiment des participants actifs du mouvement, hein, c'est-à-dire sur les ronds-points et dans les manifestations. Et on a la chance d'avoir une très belle enquête qui a été faite par un collectif de jeunes chercheurs, auprès en particulier avec la passation de 1300 questionnaires très précis, dont la plupart ont été passés, plus de la moitié ont été passés les 2 premiers mois du mouvement, et les autres les mois suivants. Donc c'est une enquête très solide qui permet de dire qui sont, hein, ces gilets jaunes. Alors on va regarder l'âge, le sexe, socialement, qui sont-ils, les hommes, les femmes, etc. Et à partir de ça, on va réfléchir à ce que ça nous dit, hein, du monde du travail contemporain. La majorité sont des gens âgés de 30 à 60 ans. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de moins de 30 ans, ils sont à peu près 10%. On a beaucoup de personnes plus âgées, souvent retraitées, hein, un tiers de plus de 60 ans sur les ronds-points, un peu moins, 23% dans les manifestations. Alors du point de vue de la composition de sexe, les femmes représentent une partie importante. 43% des participants est souvent en position de leadership, notamment sur les ronds-points. Moins dans les manifestations, mais souvent sur les ronds-points. En tous les cas, plus souvent en position de leadership que dans bien d'autres mouvements sociaux. Alors, socialement, il y a d'abord une présence significative d'une population qu'on voit très rarement dans les mouvements sociaux, c'est-à-dire une population très fragilisée, qui sont des personnes handicapées, invalides ou malades de longue durée. 5%. C'est des gens qu'on ne voit jamais dans l'espace public se mobiliser. On a une forte surreprésentation des chômeurs, qui sont 16% des gilets jaunes, alors que vous savez, ils sont officiellement un peu moins de 10% aujourd'hui de la population active, en tous les cas. Donc 16% sur... je ne sais pas comment le chiffre est calculé, mais de toute façon, c'est nettement au-dessus des moyennes. C'est une population, on l'a beaucoup dit, précaire économiquement. 25% vivent dans un foyer ayant moins de 1 200 € par mois de revenus, et 50% dans des foyers ayant moins de 2 000 € de revenus. Du côté des hommes, il y a sur les ronds-points une surreprésentation des artisans, mais sans qu'ils soient trop massivement présents, puisqu'ils sont 10-11% des présents sur les ronds-points,
contre 4 à 5% dans la population active. Mais on a aussi beaucoup d'employés des services publics, enfin des petits employés des services publics, dirons-nous, comme par exemple les agents territoriaux de catégorie C, donc les petits employés de la fonction publique territoriale, des chauffeurs, des ouvriers industriels, ces 4 catégories formant à elles seules 40% de la population masculine, soit à chaque fois plus du double de leur part dans la population générale. On a un peu plus d'agriculteurs, 4% contre 2%. Vous savez qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont quasiment en voie de disparition numériquement. Ils forment moins de 2% de la population active. Quand on dit la population active, c'est la population qui travaille ou qui demande du travail. On pourrait revenir sur ces notions si vous le souhaitez. Forte présence des chauffeurs, surtout des routiers, qui renvoie évidemment à l'enjeu de la taxe au départ sur les carburants pour ces travailleurs. Alors maintenant, regardons les femmes avec une forte surreprésentation de ce qu'on appelle les personnels des services directs aux particuliers, qui participent à ce qu'on appelle aujourd'hui le vaste monde du care, c'est-à-dire du soin aux personnes. Aides-soignantes, femmes de ménage, agentes hospitalières. Forte présence aussi des infirmières, qui reflètent à la fois l'importance de ce secteur d'emploi dans la population active féminine, mais qui fait aussi écho à des mobilisations sectorielles dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Mobilisations qui sont liées à la dégradation des conditions de travail ou encore à la discontinuité de la relation d'emploi pour ces personnes ou au nombreux déplacements en voiture contraints pour le secteur des services aux particuliers. Quand vous êtes aide ménagère à domicile, vous êtes obligé de vous déplacer d'un domicile à l'autre et d'ailleurs ce temps de déplacement n'est pas compté dans le salaire. Donc on a une population précarisée et en contact avec un public souvent vulnérable. Il faudra y revenir sur ce que ça signifie. Donc il y a des petites différences entre la composition sociale des manifestations en ville, des manifestants en ville et celle des ronds-points. Les manifestants en ville sont un peu plus proches du profil social des manifestants traditionnels, c'est-à-dire un peu moins paupérisés, un peu plus de classe moyenne, un peu plus de gens qui ont l'habitude déjà de manifester. Alors que souvent sur les ronds-points, vous avez des gens qui c'est leur première manifestation publique. D'ailleurs, on va y en dire 2 mots là-dessus. Sur le rapport au syndicalisme à la politique, c'est vrai que la grande majorité n'a jamais été syndiquée, 80% sont des gens qui n'ont jamais été syndiqués, mais ça veut dire qu'il y en a 20% quand même qui ont été syndiqués ou qui sont encore syndiqués. Et c'est vrai aussi qu'une partie importante, un bon tiers, refuse de se classer sur l'échelle gauche-droite. Donc se déclare très loin de la politique, au départ en tous les cas, du mouvement. Et chez les 70% qui se positionnent politiquement, on a tout le spectre politique, allant de l'extrême gauche à l'extrême droite, mais avec quand même un centre de gravité qui est plus à gauche qu'à droite, et plus à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, contrairement à ce qu'on a pu dire dans un premier mouvement pour, en particulier, réduire, faut voir le rôle des médias au tout début, pour essayer de réduire ce mouvement à un mouvement poujadiste d'extrême droite, avec une forte présence du racisme, de l'homophobie, etc. Une part significative est engagée ou a été engagée. 17% appartiennent ou ont appartenu à un parti, donc, et 32% ont appartenu ou appartiennent à un syndicat. Donc là, je donne un chiffre qui est différent du précédent parce que ça ne doit pas être la même population, soit les ronds-points, soit les manifestants. J'ai dit les manifestants sont un peu plus proches quand même du profil traditionnel des manifestants. Donc voilà, retenez la diversité quand même très importante de ce mouvement, avec quand même une surreprésentation tout à fait inattendue par rapport au mouvement traditionnel d'une population non politisée, non syndiquée et précarisée, et qui n'a pas les moyens sur son lieu de travail de se battre, finalement, pour ses revendications. Et alors justement, je vais essayer de résumer finalement la plupart des grandes transformations du monde du travail dont ce mouvement est significatif, et je vais en retenir 6 transformations qui sont complètement interdépendantes. On ne peut pas les isoler les unes par rapport aux autres.
La première, j'y reviendrai, je les cite, et puis après j'y reviendrai. La première, c'est la question de la précarité, hein, ou de la précarisation économique et sociale, hein, donc, qui désigne déjà un ensemble de phénomènes qui frappent progressivement l'ensemble du monde du travail de manière diversifiée depuis une quarantaine d'années. Hein. Quand on dit précarisation, il faut être attentif aux différentes modalités de cette précarisation qui font justement une des grandes questions sur laquelle on pourra revenir. La difficulté d'unifier le monde du travail d'aujourd'hui autour d'un mot d'ordre contre la précarité, parce que la précarité a un sens très très différent selon qu'on est chômeur de longue durée ou selon qu'on est un cadre obligé à une mobilité contrainte dans une multinationale. Hein, ce sont des formes de précarité qui peuvent être vécues comme telles, mais qui sont quand même extrêmement différentes, hein, voire diviseuses. Donc la question de la précarité, qui commence par celle du chômage, hein, la question de l'éclatement de l'entreprise et de la montée en puissance des petites entreprises ou des toutes petites entreprises, le glissement des activités de l'industrie, en particulier l'industrie manufacturière, vers les activités de service, la croissance du secteur des transports et de la logistique, la féminisation du monde du travail, et le dernier point sur lequel je vais revenir, c'est la montée des régulations marchandes, la montée des logiques de marché au détriment des logiques, on va dire, statutaires ou de protection, qui prend des tas de formes. Alors avant de rentrer dans la première grande transformation, hein, du monde du travail, c'est-à-dire la précarisation, il faut bien voir que toutes ces transformations accompagnent la mutation du capitalisme. Puisqu'on est passé, hein, en 30 à 40 ans, on est passé d'un capitalisme industriel fortement régulé dans le cadre de l'État-nation à un capitalisme en grande partie mondialisé, financiarisé et dérégulé. En gros, voilà l'horizon général, la toile de fond des transformations du monde du travail. Évidemment, on ne peut pas comprendre, depuis Marx, les transformations du travail sans comprendre les transformations du capital. Nous avons un rapport à penser entre les transformations du capital et celles du travail. Moi, sociologue, je me suis toujours plutôt intéressé au pôle du travail et des travailleurs qu'au pôle du capital et du capitalisme. Hein. Heureusement, je suis dans un laboratoire. Je vois Guy Roustan qui est là, ça me fait beaucoup plaisir, qui est un laboratoire d'économie et de sociologie du travail où on discute avec nos amis économistes sur les relations entre les transformations économiques, celles du capital et du capitalisme, et les transformations du monde du travail. C'est tout un sujet. Je crois qu'il y a des prestations d'économie, des cours d'économie quand même, hein, ici dans cette université populaire. Donc, je pense que ce que racontent nos amis économistes, ça converge pas mal, ça complète pas mal ce que je peux raconter. C'est aussi donc la fin d'un modèle productif qui était fondé sur l'industrie manufacturière. Et j'aime bien utiliser cette image, la double centralité finalement de la grande entreprise industrielle, hein, de la forteresse ouvrière, même si la forteresse ouvrière, pas plus dans notre pays qu'ailleurs, n'a jamais été hégémonique. Hein. Billancourt, ça n'a jamais résumé l'ensemble du monde du travail, mais quand même, ça avait, disons, un effet moteur, hein, de référence symboliquement important, etc. Donc la fin des forteresses ouvrières, hein, et avec elle la fin de la figure centrale masculine ouvrière, et en même temps, l'effritement du mouvement ouvrier qui était complètement articulé à cette figure économique de la grande entreprise manufacturière qui s'est largement dissoute. Hein. C'est-à-dire que même si vous allez aujourd'hui sur les principaux sites industriels en France, comme je crois que le plus grand site industriel aujourd'hui en France, c'est Peugeot, Sochaux. Il y avait un chiffre dans une émission qu'on a vue l'autre jour d'ailleurs, il y a une diminution par 3 hein, en 40 ans des effectifs propres de Peugeot, PSA. Il y a encore beaucoup de monde sur ces sites, mais une grande partie sont des sous-traitants ou des intérimaires. Hein. Donc les frontières de l'entreprise se sont dissoutes et il est beaucoup plus compliqué d'organiser toute action collective aujourd'hui dans cet univers.
hein, de ce qui reste des grandes entreprises. D'autant plus qu'il y a, au-delà de l'éclatement juridique de l'entreprise, avec la sous-traitance par exemple, il y a l'éclatement des temps de travail, par exemple, sur lesquels j'ai beaucoup réfléchi, hein, et qui fait qu'à un instant donné, il y a beaucoup moins de monde qui travaillent ensemble qu'à une certaine époque. Donc on a un processus de déconcentration et de dispersion spatio-temporelle du salariat qui complique énormément les formes traditionnelles de coalition, de résistance, etc. Okay, un collègue qui s'appelle Philippe Zarifier avait parlé de la fin de l'unité théâtrale de l'entreprise, c'est-à-dire une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action. C'est de moins en moins ça, le monde du travail. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent en coprésence dans le même moment sur des activités collectives. On pourrait parler du télétravail, etc. On pourrait parler aussi de ces entreprises dans lesquelles il faut se connecter à 3 heures du matin pour dialoguer avec son collègue qui est dans un autre pays, loin du fuseau horaire dans lequel on est nous-mêmes. Hein. Voilà, il faut avoir tout ça en tête pour aller ensuite dans un peu le concret. Et donc le premier aspect sur lequel il faut toujours revenir, c'est le chômage de masse finalement. Hein. Parce que le premier aspect de la précarité, c'est le chômage, la mise à distance du travail, l'exclusion du travail, plus ou moins durable, qui est à la fois, je dis, une composante de la précarisation généralisée et un facteur de précarisation. Puisque quand on est au chômage, toutes les formes dégradées d'emploi sont bonnes à prendre. Mieux vaut un CDD qu'être au Pôle emploi. Mieux vaut une prestation d'intérim que d'être au Pôle emploi, etc., etc. Donc le chômage, c'est un vecteur très puissant de précarisation généralisée du monde du travail, de dégradation des statuts salariaux, y compris pour des gens stables. Il faut bien voir ça. Le stable, sur CDI, ou même le fonctionnaire, ce qu'il en reste, il est indirectement frappé, affecté par la présence du chômage de masse dans un pays comme la France. Donc, on retrouve donc, ces populations précarisées sur les ronds-points. C'est pas un hasard. Ce mouvement a aussi permis de voir à quel point les indicateurs classiques pour mesurer le pouvoir d'achat, par exemple, pour approcher l'idée de précarité, sont complètement insuffisants. Hein. Ce mouvement a mis en valeur le poids énorme des dépenses contraintes, en particulier en matière de logement et de transport, pour les populations qui sont à des niveaux de revenus à peine au-dessus du SMIC. Hein. On sait maintenant qu'avec un SMIC, on peut être un travailleur pauvre, surtout si on est une mère isolée, une femme isolée, hein, ce qui est le cas de beaucoup d'entre elles. On a pris la mesure de l'endettement, l'endettement qui aussi est un facteur, on le sait bien, de paralysie de l'action collective sur les lieux de travail. Faire grève, c'est extrêmement dangereux et coûteux quand on est endetté. Hein. Un exemple aussi, j'ai parlé de Peugeot tout à l'heure, mais bon, sur les chaînes de fabrication des automobiles aujourd'hui, vous avez très souvent une moitié d'intérimaires. Donc vous pouvez appeler à faire grève, ça ne bloquera pas la production, du tout. Hein. Et puis, ces grandes firmes de construction automobiles ont des usines en dehors du pays, en dehors de la France. Hein. Les entreprises du CAC 40, donc la place financière boursière française, ces entreprises, ces multinationales, elles réalisent une grande partie de leurs profits en dehors des frontières nationales. Donc quel est l'impact de la paralysie partielle de certaines de leurs unités sur le sol national si elles peuvent délocaliser leur production, etc. ailleurs? C'est quand même beaucoup plus compliqué que lors de la phase antérieure du capitalisme. Alors deuxième aspect, la montée des petites entreprises. Aujourd'hui, vous avez la moitié des salariés qui travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés, ou plus exactement dans des établissements de moins de 50 salariés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans des entreprises de moins de salariés, puisque beaucoup de petits établissements sont des établissements qui sont des filiales, ou même des composantes d'entreprises plus grandes, mais même l'entreprise moyenne et grande est éclatée en petits établissements. Et puis elles sont entourées d'un réseau de sous-traitants de petite taille, dans laquelle, évidemment, ça c'est bien démontré par l'histoire, par la sociologie, hein,
le premier facteur d'une capacité d'organisation et de résistance collective, c'est la taille du collectif humain. Hein. Et donc dans les tout petits collectifs, et j'ai parlé un peu de tous les phénomènes de division mécanique, on pourrait dire, hein, de ces collectifs de travail, sans même parler des formes de division plus subjectives, eh bien, on comprend que ce soit très difficile d'agir dans cet univers. Il faudrait aussi évoquer là l'éclatement des branches d'activité, hein, puisque dans notre pays, comme dans la plupart des vieux pays industriels, l'action syndicale s'est construite à partir du XXe siècle, pas avant. Hein. Avant, c'était, on y reviendra, une logique de métier qui organisait le syndicalisme. Et puis, depuis le XXe siècle, c'est une logique de fédération, de branche industrielle, et puis ensuite de branche d'activité plus largement. Donc la branche, la convention collective de branche, a longtemps joué un rôle majeur dans la construction du syndicalisme et des conventions collectives, par définition, la convention collective de branche. L'entreprise un peu plus tardivement, hein, reconnaissance de la section syndicale d'entreprise en 68 seulement. Mais donc la branche, l'entreprise, quelle signification ça a aujourd'hui dans toute une série de cas de figure? Ça ne fait pas sens, ça ne fait plus sens pour l'action et la négociation collective. Alors, troisième phénomène, c'est le déplacement de l'emploi de l'industrie vers les services. Aujourd'hui, les 3/4 des salariés travaillent dans les services. Alors, bien sûr, très discutable cette catégorie, cette notion de service, hein, dont on peut dire qu'elle est extrêmement hétérogène, dont elle comprend, y compris des gens qui travaillent dans l'industrie, puisque si vous êtes un intérimaire qui travaille pour l'automobile, la métallurgie, vous êtes décompté dans les services. Reste que la tendance forte depuis au moins 50 ans, 60 ans, c'est au développement de ces activités qui ne sont plus des activités manufacturières, même si elles y ressemblent souvent, hein, puisque quand on est dans un... On va parler tout à l'heure un peu des entrepôts logistiques. Quand vous faites de la manutention dans un entrepôt logistique, c'est pas très différent que quand vous faites de la manutention dans un secteur industriel au sens strict. Reste que vous avez maintenant une masse d'activités qui s'effectue par ailleurs souvent en contact avec un public, et non plus loin d'un public, qu'on appelle des usagers ou des clients, dans des activités extrêmement diverses qui peuvent être à la fois relativement concentrées et organisées sur un mode quasi industriel comme l'hôpital, mais qui peuvent être aussi des petites structures comme les petits garages automobiles ou les petits commerces, hein, les petites activités de service, l'aide à domicile dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc vous voyez bien qu'on est dans un autre univers, avec cette proximité immédiate du service à rendre à l'usager ou au client, que dans la grande entreprise industrielle classique. Et toutes ces activités de service, un des éléments qui les rassemble, quelle que soit leur taille, la taille des unités de travail, me semble-t-il, chose sur laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi dans mon domaine de recherche et ni dans le domaine des mouvements sociaux, c'est les dilemmes que pose l'action gréviste. C'est-à-dire que se mettre en grève, c'est mettre en difficulté l'usager, tout simplement. Qu'il s'agisse d'un écolier ou même d'un malade. Hein. Vous voyez bien la difficulté qu'ont les hospitaliers à se faire entendre aujourd'hui, hein, parce que la grève est impossible. Enfin, la grève au sens strict est impossible, puisqu'il y a obligation de continuité de service, réquisition, etc. Donc il faut inventer, dans ces cas-là, d'autres modes d'action. Hein, et je pense qu'ils sont en train d'inventer, hein, nos amis hospitaliers, d'autres modes d'action, plus symboliques, plus spectaculaires, plus adressés à l'opinion publique, pour faire part de la situation dramatique, hein, dans laquelle ils sont, les soignants hospitaliers aujourd'hui. Et plus largement, je crois qu'on voit mieux dans le secteur des services que dans d'autres à quel point se mettre en grève, c'est se mettre en difficulté aussi soi-même, c'est-à-dire c'est laisser un travail pour le lendemain qui va être plus lourd, c'est laisser du travail à ses collègues qui ne sont pas grévistes et qui vont être encore plus contraints, etc. etc. Bref, toute une série de dilemmes, hein, qui ne sont pas seulement des impossibilités pratiques, mais qui sont aussi des difficultés éthiques de cette forme d'action traditionnelle, qui a été efficace à une certaine époque et qui aujourd'hui pose des tas de problèmes.
À mon avis, c'est aussi un éclairage de ce fameux mouvement des Gilets jaunes qui va peut-être justement inspirer d'autres mouvements à partir de maintenant. Bon, je vais passer rapidement sur la question des transports routiers et de la logistique, mais quand même, on a un système économique qui a privilégié énormément le transport routier pour l'organisation de ce qu'on appelle la mondialisation, en fait, c'est-à-dire le développement à une échelle toujours plus grande des échanges de marchandises, en particulier, qui se font par bateau, mais qui se font aussi beaucoup par route et pas par chemin de fer. Hein. Donc c'est peut-être pas un hasard. Il y a énormément de chauffeurs routiers. Enfin, c'est un des métiers qui s'est le plus développé, hein, chauffeur routier, ces 20-30 dernières années, dont les conditions se sont aussi beaucoup dégradées, avec le travail en flux tendu, souvent on se pose la question, mais pourquoi ils font des dépassements de vitesse malgré qu'il y ait des outils pour, en principe, les empêcher de faire des dépassements de vitesse? Et bien parce qu'ils sont sous des contraintes de temps et de délai extrêmement rigides, qui sont dictées par cette logique du capitalisme en flux tendu. Hein. Donc voilà, on a un effet direct de ce capitalisme-là, avec la surreprésentation des travailleurs de la route, des chauffeurs routiers sur les ronds-points. La féminisation, sur laquelle je vais peut-être m'arrêter un petit peu plus, puisque la féminisation du monde du travail, c'est un mouvement de très longue durée qui s'est accéléré en France depuis les années 60, en fait. Vous avez aujourd'hui une parité absolue, hein, c'est-à-dire vous avez autant de femmes au travail en France que d'hommes maintenant. Et dans certaines tranches d'âge, même, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est peut-être pas une parenté absolue, mais dans les métiers ouvriers employés, si vous regroupez les ouvriers et les employés qui eux-mêmes sont une bonne moitié du monde du travail aujourd'hui, vous avez une petite majorité de femmes. Donc, voilà. Pour le dire autrement, les femmes sont légèrement majoritaires maintenant dans les métiers de type populaire, de type ce qu'on appelle souvent le salariat subalterne, hein, dans notre jargon, ou le salariat d'exécution, même si c'est toujours un peu délicat de parler d'exécution pour tout travail quel qu'il soit. Hein. Il n'y a aucun travail qui est un travail purement d'exécution. Il y a toujours une marge d'initiative et d'inventivité dans les travaux qui sont apparemment, vus de l'extérieur, les plus routiniers, voire les plus stupides. On pourra revenir là-dessus, mais c'est très important de le rappeler. J'ai parlé de la poussée des activités de service. Ben, dans les activités de service, les femmes sont hyper majoritaires. Hein. Je crois qu'elles représentent à peu près les 2/3 des travailleuses des services. Or, elles sont surexposées à quoi? Elles sont surexposées à la précarité, au temps partiel, au bas salaire. Si on ajoute qu'elles se retrouvent très souvent seules à s'occuper des enfants quand il y a séparation des ménages, ben voilà, vous avez une explication très, très directe de la surexposition des femmes à la précarité laborieuse, à la pauvreté et à leur présence exceptionnellement importante sur les ronds-points. Il y a un article qui est paru dans Monde Diplomatique en janvier 2019 que j'ai beaucoup aimé, de Pierre Rimbert, qui s'appelle « La puissance insoupçonnée des travailleuses », où il essaye de tirer les fils de cette nouvelle réalité en se demandant si finalement on n'a pas la classe ouvrière d'aujourd'hui là, avec les travailleuses des services, les travailleuses du care. Je vais vous citer quelques passages de cet article. Alors bon, en plus, il met ça en rapport avec une certaine crise de la masculinité qu'on voit bien au plan de la réussite scolaire différenciée des filles et des garçons. Vous savez que les filles réussissent beaucoup mieux maintenant à l'école que les garçons. Donc voilà, la phrase que je vais citer, c'est celle-là. À cette déconfiture, le décrochage scolaire masculin correspond à une hausse spectaculaire du niveau d'instruction féminin qui, à contrario, facilite la mobilité professionnelle. Cette grande transformation passée inaperçue installe un peu plus les travailleuses au cœur du salariat. Depuis la fin du siècle dernier, la part des femmes parmi les diplômés du supérieur dépasse celle des hommes. Leur addition ne forme pas un groupe. Transformer la coalition objective qui se lie dans les tableaux statistiques en un bloc mobilisé requerrait une conscience collective et un projet politique.
D'où la fameuse question, bon, comment on construit ça, hein, on y reviendra dans la prochaine séance. Et il pointe cette question à laquelle je suis aussi assez sensible par les enquêtes que j'ai pu faire, en particulier auprès des soignantes. Le second thème est celui d'une revendication commune à l'ensemble du salariat, mais qui s'exprime avec une intensité particulière aux urgences hospitalières, dans les EHPAD ou dans les écoles, obtenir les moyens de bien faire son travail. C'est donc, ça on y reviendra surtout dans la dernière séance, en quoi cette revendication, obtenir les moyens de faire un travail de qualité en fonction de sa conception de ce qu'est un bon travail, peut être une revendication à la fois unificatrice du salariat contemporain et potentiellement transformatrice, remettant en question pas mal de choses dans l'ordre social que nous connaissons. Le dernier point qui est un peu particulier, hein, donc la montée des régulations marchandes dans le monde du travail, il est un peu particulier au sens où on voit mieux sur ce point-là comment les politiques publiques, les politiques tout court, conduites depuis une quarantaine d'années, ont accompagné activement les transformations du capitalisme. Elles n'ont pas seulement fait que les suivre, elles les ont accompagnées quand on réfléchit par exemple aux politiques de privatisation des services publics, aux politiques de déréglementation, aux politiques de démantèlement du Code du travail. Là, ce sont des initiatives strictement politiques, alors qu'on pourrait dire que l'émiettement des entreprises, bon, ça déborde les initiatives politiques des pouvoirs publics, ou la montée des services, ça concerne tous les systèmes économiques, quel que soit le régime politique. Là, non. On peut très bien identifier des choix politiques qui ont été faits et qui conduisent finalement à la généralisation des logiques de marché dans toutes les activités humaines, finalement, hein, qui sont aujourd'hui sous pression des logiques de marché. Et qui dit logique de marché dit des logiques qu'on appelle d'un nom un peu euphémisé compétition, c'est-à-dire la guerre, finalement, hein, la guerre de la concurrence, donc la guerre de tous contre tous. Hein. Évidemment, ces logiques sont extrêmement puissantes et spontanément vont complètement à l'inverse de tout ce qui est solidarité, action collective, etc., construction d'un esprit commun. Alors, on le voit bien du point de vue des ressources qui sont de plus en plus faibles, dont disposent les salariés pour se défendre et pour négocier. Là, c'est le droit du travail qui a quand même beaucoup évolué depuis longtemps, et notamment qui a déplacé l'échelle de la négociation collective vers l'entreprise. Alors, plus on descend à un petit niveau, plus les salariés sont fragilisés pour négocier. L'histoire le montre. Plus on négocie à un niveau élevé, plus on a de force, plus on négocie à un petit niveau, plus on est dans une position fragile par rapport au patron. Donc, ça peut expliquer qu'à partir du moment où on n'a aucune possibilité de négocier dans l'entreprise, avec en plus ce phénomène que je n'ai pas encore évoqué, mais qui est très important, c'est de dire que dans la petite entreprise, il y a souvent des rapports de proximité, de quasi-solidarité avec le patron qui est assez proche de ses salariés, etc. Et voilà, ce n'est pas du tout le même caractère impersonnel et bureaucratisé et formalisé des relations sociales que vous avez dans une grande entreprise ou même dans la fonction publique. Donc dans les petites entreprises, difficile de percevoir le patron comme un adversaire. Hein. Ça peut être plutôt un allié pour faire face à la précarité de l'entreprise, etc., etc. Donc, tout logiquement, c'est peut-être en dehors de l'entreprise qu'on peut peser collectivement et pas dans l'entreprise. Donc, si on allait sur le rond-point pour se faire entendre, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Même si on ne met pas en avant une revendication de salaire, hein, bien que, notez bien que Macron ait repris la notion de salaire en disant « j'augmente le SMIC », il n'augmente pas le SMIC, il donne une prime à l'emploi. Hein, une nuance très très importante, ça fait partie de la guerre des mots, hein, mais ça veut dire qu'il a bien entendu une revendication de salaire qui n'était pas formulée forcément en tant que telle, hein, sur les ronds-points ou dans les manifestations de Gilets jaunes, mais il y avait bien une revendication améliorer notre salaire, on ne s'en sort plus. Hein. Voilà. Je suis content parce que j'étais plus rapide que ce que je craignais. Donc on va avoir du temps pour discuter. Donc
voilà, je boucle sur mon introduction, hein, à la fois par leur profil social, par leur profil socio-professionnel, on y reviendra, par leur mot d'ordre et par leur mode d'organisation. Finalement, les Gilets jaunes ont fonctionné pour moi comme un miroir des faiblesses assez radicales du mouvement syndical aujourd'hui, hein, et peut-être comme un chantier, un laboratoire du renouvellement des mouvements sociaux. Hein, et peut-être qu'il dessine un nouvel âge possible du mouvement qu'on appelait le mouvement syndical. Mais enfin, je dis souvent aussi on reste marqué, toujours les générations qui sont dans cette salle, par une forme historique du mouvement syndical, mais qui en a connu bien d'autres. On y reviendra la prochaine fois. Avant le mouvement syndical qu'on a connu, il y avait des mouvements ouvriers qui étaient assez bizarroïdes, hein, vus avec le recul du temps, où c'était des mutuelles, c'était des syndicats, c'était des partis, c'était un peu tout ça mélangé. C'était beaucoup fondé sur des solidarités de métier avant l'émergence de la révolution industrielle. Et donc il y a eu des formes syndicales très différentes. Peut-être qu'il y aura une prochaine forme syndicale qui ressemblera pas beaucoup à celle qu'on a connue au XXe siècle. Hein, et puis aussi, sur un autre plan, ce mouvement a quand même révélé très, très violemment, on va dire, la crise de la politique et de la démocratie. Et il nous donne beaucoup à réfléchir sur ce chantier-là aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, on va discuter maintenant. Peut-être que je vais faire circuler le micro. Comment on fait circuler le micro, là? Ou il y en a un autre?